Cette semaine, dans le balado, on vogue sur le Nil, on se balade en Corée, on glande dans la vallée de San Fernando, on revient à Woodsboro et on retourne dans la Matrice. Ici Patrick Marleau en compagnie de Jean-François Breton pour, ma foi, une émission fort chargée. N'est-ce pas, Jean-François? Ben oui, absolument. Puis on parlera même pas du Canadien de Montréal et du changement d'entraîneur. Non, juste en termes de cinéma et de sortie. On avait du rattrapage à faire, comme on avait mentionné. Le temps des fêtes n'avait pas été clément pour les salles de cinéma. Puis là, plein de beaux films à voir, à aborder. Les prochaines semaines, ça déboule là, d'entrée de jeu, on peut dire. Si des films vous intéressent, tardez pas avant d'aller les voir. Ben, en tout cas, nous, on le sent dans notre entourage sur les réseaux sociaux. Les gens sont contents de retrouver les salles de cinéma, de retrouver plusieurs films, justement, qui venaient d'ouvrir ou qui étaient sur le point d'ouvrir. Donc, on va faire le tour de tout ça. Donc, un gros programme en vue. Comme dirait Jean-Marc Généreux, « Oh la chihuahua! » Il y a tellement de choses à voir. Mais avant de s'attaquer aux sorties, deux bandes annonces qui ont capté notre attention cette semaine, et non les moindres quand même. Deux gros films là, qui nous dévoilent leurs premières images. Presque leurs deuxièmes images. Lightyear de il y avait un petit Pixar. teaser. Exact, il y avait eu un petit teaser, mais là, on a ce qui pourrait être plus clairement l'histoire. On voit même ce qui semblerait. On rappelle que Lightyear, c'est comme l'histoire du personnage qui serait devenu le jouet de Buzz, dans le fond. Ouais, c'est comme... en fait, Andy, c'est ça. C'est comme si Andy avait eu des G.I. Joe, puis là, on voyait le film de G.I. Joe. Genre. Mais là, on sait pas si c'est un film ou si c'est comme réel. En tout cas, dans le style d'animation, c'est beaucoup plus réel comme les humains, disons, que comme un jouet. Mais tu sais, il y a comme un méchant qu'on laisse apparaître qui ressemble à, comment il s'appelle? Zorg. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça a l'air vraiment excitant, espèce de science-fiction. Ça me rappelait aussi un peu... j'ai oublié le titre, mais le film avec Brad Pitt de science-fiction, il y a genre 3 ans à peu près, là. Ad Astra. Ouais, c'est ça. Ouais. Un peu ce genre de visuel-là, quand la navette fonce, des trucs comme ça. Fait que, visuellement, ça a l'air vraiment spectaculaire, honnêtement. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, moi aussi. Ben exact. Puis comme on a mentionné, tu sais, Alerte Rouge va finalement directement sur la plateforme. Fait que ça va être comme le grand retour de Pixar. Eux qui avaient sorti un film à peu près 2 semaines avant le début de la pandémie puis des confinements en 2020. Puis là, en tout cas, début mai, on espère qu'on sera ailleurs, puis ils vont comme avoir marqué le début puis la fin d'une certaine façon. Alors, Lightyear sortira en salle le 17 juin avec, pour la version originale anglaise, Chris Evans, donc qui remplace Tim Allen. En fait, ça avait causé une petite... pas une controverse, mais les gens se questionnaient à savoir pourquoi c'était pas Tim Allen qui reprenait le même mais c'est ça. Personnage un peu. Là, c'est pas le même Buzz Lightyear. Donc à voir, assurément ça va être un des rendez-vous familiales de l'été. Sinon, écoute, ça c'est fraîchement tout chaud. Jurassic World Dominion, le 3e de cette nouvelle mouture et 6e film dans l'univers Jurassic Park, qui ramène tout le monde là, cette fois-ci. Oui, exactement. Même chose, on avait eu un genre de petit court-métrage là, où ça brassait dans un cinéparc, quelque chose comme ça, il y a quelques mois. Puis là, c'est la bande-annonce du film. On comprend qu'il y a des dinosaures partout, à gauche puis à droite. Finalement, on n'a pas l'air de s'en tenir juste aux États-Unis, mais d'aller un peu partout dans le monde. Gros film qui en donne, je sais pas, peut-être plus que le client en demande, là. Ça va. Il y a des plumes aussi sur des dinosaures, d'après moi, ça va en choquer plus d'un. Il y a des problèmes dans l'eau, sur terre, en moto, en avion. Dans la neige. Puis on ramène Alan Grant, puis j'oublie, en tout cas, l'autre personnage de Jeff Goldblum, puis Ian, c'est quoi, non? Ian Malcolm. Ian Malcolm, Ouais, Dr. Malcolm, c'est ça. Puis la botaniste... Laura Dern. Et voilà, oui, c'est ça. Donc, écoute, c'est sûr que pour les nostalgiques du premier film, comme toi, tu dois être, vu que tu as grandi avec, je pense que ça va sûrement amener l'arme à l'œil de revoir ces personnages-là. Écoute, ça en promet plein la vue. Moi, tout ce que je me questionne, je pense que visuellement, écoute, on va être servi au niveau de l'histoire, ça va être juste quoi? Parce que là, avec les dinosaures rendus partout sur la Terre, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux toutes les attraper, les ramener sur l'île, les exterminer? Parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir les tuer, ils ont juste l'air de ça. capoter avec ça, ce qui est comprenable. Mais aussi, tu sais, c'est beaucoup de personnages, c'est beaucoup de lieux. Est-ce qu'on va être encore dans des films de 2h45? Puis, il faut que ça soit justifié. Si c'est juste long pour mettre plein de scènes de péripéties, je sais pas, tu sais. Donc, à surveiller... c'est aussi début juin, ouais, il me semble que c'était juin que j'ai remarqué. Je n'avais pas noté la date exacte.
Sinon, écoute, c'était une grosse semaine pour les mordus de cinéma, cinéphiles, surtout ceux qui aiment la période des remises de prix et les Oscars, dont moi je fais partie. J'adore cette cérémonie-là, ce rituel-là, d'attendre les nominations, après ça faire le pool des Oscars. Alors, la cérémonie aura lieu le 27 mars et là, on sait qui sont dans la course. Et ça va bien pour les Québécois quand même. Ben oui, en fait, c'est ça. Ceux qui sont derrière l'écran, surtout, et derrière la caméra, il y a The Power of the Dog, comme dans les autres, on avait parlé au BAFTA puis au Critics Awards. Ouais, Golden Globes aussi. Fait que le Power of the Dog, dont Roger Frappier est l'un des producteurs principaux, et il y a 11 nominations. Non, c'est 12, oui. 12 nominations dans 11 catégories. Parce qu'il y a 2 fois acteur de soutien pour 2 personnages différents. Fait que c'est comme le film à voir à la maison, malheureusement. Mais pour Dune, que ici on chérit particulièrement, quand même 10 nominations, mais tout de même un petit déception. Déception, c'est qu'il n'y a pas la nomination pour meilleur réalisateur pour Denis Villeneuve. Et ça, ben, 2 choses. Premièrement, c'est un peu décevant parce que ce film-là existe parce que Denis a poussé dessus, puis c'est sa vision, puis depuis le début, il voulait faire plaisir à l'enfant qu'il était, qui avait aimé, grandi avec ça. Fait que ce côté-là est un peu décevant. Et aussi, certains, au niveau des pronostics, on va se dire, moins de chances qu'il gagne meilleur film, parce que depuis, j'ai noté, là, depuis 20 ans à peu près, là, depuis 2000, le meilleur film est pas toujours lui qui gagne meilleur réalisateur. Assez souvent, mais pas tout le temps. Cela dit, il est arrivé que 2 fois que le meilleur film, le gagnant du meilleur film n'était même pas en nomination pour meilleure réalisation. C'est pas qu'il y avait Argo avec Ben Affleck de mémoire, hein, c'est ça? Puis l'autre est plus récent, c'est en 2019, c'est Green Book. Ah, OK. J'ai même oublié le nom du réalisateur. Ouais, c'est un des frères Farrelly, me semble. Ouais, ça se peut, c'est ça. Qui étaient aussi 2 victoires plus... qui paraissent un peu plus consensuelles aussi. Là. Ces films-là, je me souviens quand il avait gagné, le monde a fait « Ah ouais, c'était bon, mais pas exceptionnel, disons. » Dans 10 ans, il va être complètement oublié, ces films-là. Fait que, bref, alors on espère, mais tu sais, comme on a mentionné, là, toutes les catégories techniques Dune est présent. Mais Villeneuve est quand même nommé dans la catégorie scénario, adaptation, donc au moins il y a une nomination personnelle pour lui, comme producteur aussi. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a un des producteurs du film, donc nomination là aussi. Alors ça va être vraiment le combat entre The Power of the Dog, évidemment, qui va probablement remporter les catégories plus prestigieuses contre celle de Dune, qui devrait remporter quand même beaucoup de catégories plus techniques. Donc, ça va être à surveiller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 2 couples qui sont en nomination cette année. Hein. Mais là, j'imagine que dans Power of the Dog, il doit y avoir Jesse Plemons. Puis, Kirsten Dunst. Et puis Penelope Cruz et son mari. Ben, c'est pas Javier Bardem? Ouais, c'est ça. Lui, pour quel film? Being the Ricardos. Ah, ben oui. Okay. Oui. J'ai pas analysé les potins comme ça. Il y a aussi West Side Story et Belfast qui ont quand même 7 nominations. Licorice Pizza, qu'on parlera plus tard, qui en a 3 finalement. Le meilleur film, réalisation, scénario original. Et on note Kristen Stewart, elle, pour Spencer, qui avait été écartée justement du Screen Actors Guild, puis des BAFTA, puis là, on pensait que c'était un flop, mais elle ressort parmi les 5 pour meilleure actrice, pour Spencer, dans ce cas-ci. Donc, à noter qu'il y a beaucoup de ces films en nomination qui sont toujours à l'écran, donc quelques-uns qui, je pense pas qu'ils vont rester à l'affiche si longtemps que ça, alors profitez-en, mais plusieurs sortent en ce moment, dans les prochaines semaines, évidemment. Donc, c'est le temps de faire le plein en vue de vos pronostics. Ouais. Spider-Man a une nomination. Hein? Oui, effet visuel. OK, c'est ça. Ouais, il y en a qui... Là, il y en a plein. Il y a des animateurs qui ont fait des tollés. Genre, il devrait être dans meilleur film à la place de tel... Mais c'est vraiment pas fin quand tu pointes, toi, personnellement, lequel t'enlèverais. Tu sais. Ça n'a comme pas rapport. Là. Ben, c'est sûr qu'il y a un gros questionnement avec la chute des codes d'écoute depuis quelques années. Je pense qu'il y a peut-être, je sais pas, une prise de conscience à faire, soit changer certains trucs ou juste accepter finalement que les gens s'y intéressent moins. Puis je pense à peu près toutes les cérémonies de remise de prix, là, c'est un peu ce qu'on voit. Ouais, puis puis rapidement aussi, si vous prenez le temps d'aller voir, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs des films internationaux qui sont dans plusieurs catégories. Oui. Ce qu'on voyait moins avant, c'est ça. Mais depuis quelques années. On en parlera tantôt, mais Drive My Car, il y a comme 4 nominations. Il y a
Ben, ici, je lis en 12 chapitres, mais c'est The Worst Person in the World. Mais il y a autant meilleur film étranger, mais je pense qu'il est dans meilleur scénario original également, des choses comme ça. Fait que ça montre une certaine ouverture. Il l'avait quand même depuis quelques années. Là. C'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est intéressant. Et vient le revers de la médaille. Qu'est-ce qui vient avec les Oscars? C'est les Razzies. Bien sûr. Et fait que ça, c'est comme... Ça avait commencé, c'est une gang de monde avec quelques journalistes qui avaient parti ça en blague. Fait que c'est un peu pour couronner les plus gros flops. C'est sûr qu'ils vont pas genre dans nécessairement des films de série B puis des trucs qui sont de moindre budget. Ce qu'ils vont, disons, couronner, c'est les tentatives de gros films qui finalement sont des flops. Là. On se rappelle l'année de Cats, je pense qu'il était dans toutes les catégories en même temps. Mais là, ce que il y a un record qui est battu, là, je pense. Je sais pas, moi ce que je trouve le plus drôle, c'est qu'ils ont fait cette année une catégorie spéciale. C'est ça, ouais. OK, c'est ça. C'est là que je m'en allais. Oui, c'est ce cher Bruce Willis qui enchaîne les projets douteux. Ça va pas bien, Bruce. Fait que là, il trouvait qu'il y avait tellement de mauvais films avec mettant en vedette Bruce Willis cette année qu'ils ont fait sa propre catégorie, qui est à dire Worst Performance by Bruce Willis in a 2001 Movie. Donc, pire performance de Bruce Willis dans un film de 2021. Et il y en a combien? Il y a 8 films. Puis là, tu sais, rapidement, sur Rotten Tomatoes, qui est un site qu'on dit d'agrégation, là, qui comme fait les moyennes des critiques, il n'y a rien qui a plus que 20%. Là, c'est vraiment pas très bon, dont 3 films à 0. Là. Mais c'est sûr que c'est des films qui n'ont pas 200 critiques. Là. Ils en ont comme 4, 5, 6. C'est des sites de science-fiction ou de films d'action qui vont faire la critique, mais même là... Fait que moi, je sais pas ce qui se passe avec Bruce. Là. Ça fait un bout qu'il n'a pas fait d'un film... il y avait eu Motherless Brooklyn il y a quelques années, puis sinon, il faut remonter à genre Looper en comme 2012. Ouais, ça fait longtemps que... Je sais pas si juste il s'ennuie puis il veut jouer tout le temps ou des problèmes de jeu. Ouais, je suis curieux parce qu'il n'y a pas besoin de cet argent-là, mais bon. Non, ça c'est ternir une franchise. Qui sait, peut-être on le verra dans Pulp Fiction 2 un jour. Est-ce que Travolta aussi serait dû pour un comeback? Ouais, mais je pense pas que c'est le genre de projet que Tarantino. Déjà, les rumeurs d'un Kill Bill 3 sont fortes, mais Pulp Fiction 2 serait surprenant. Sinon, dans les productions de nouveaux films, il va y avoir un film sur Enzo Ferrari, le constructeur automobile, et c'est Michael Mann qui retourne au cinéma, lui qui avait dernier film Black Hat en 2015, qui était un petit peu plus underground, genre d'espionnage. Fait que c'est sur la vie du mythique fondateur et constructeur de voitures exotiques italiennes. Adam Driver qui va personnifier Enzo Ferrari, et ça va être Penelope Cruz qui va jouer son épouse et Shailene Woodley, sa maîtresse. Là, le film serait à peu près là, dans une certaine période là, été 1957, quand tout va mal. Là, sur le bord de la faillite, il y a un de ses enfants qui est mort, l'autre enfant est lui avec sa maîtresse. Il fait une espèce de all-in sur une course qu'il avait précédemment gagnée, mais que là, je sais plus, il est putain en shape, il faut qu'il se remette. Fait que, très curieux de voir. Moi, j'adore Michael Mann. Un de mes films fétiches, c'est Heat, avec De Niro et Pacino, un de mes films policiers préférés. J'avoue que les dernières années, ça a été plus tranquille, mais en même temps, j'ai hâte de voir parce que il y avait eu Ford contre Ferrari il y a quelques années, qui était super intéressant. Donc... qu'est-ce qui peut amener de plus à cet univers-là, on verra bien. Mais connaissant Michael Mann, c'est quand même un technicien hors pair du cinéma et de l'image, donc ça va être à suivre. Exact, puis de mémoire, c'est que Ford versus Ferrari, ça se passe plus tard. Oui. Mais bon, ça demande de course d'auto et tout ça, donc. Puis, et justement... voyons, Adam Driver qui a pratiqué son accent italien dans House of Gucci. Ça aurait servi 2 fois plutôt qu'une. Bon, puis j'ai pas tant de choses à dire, mais rapidement, il y a, je sais pas si on peut dire, notre ami Francis Leclerc qui a débuté le tournage cette semaine pour Le Plongeur. J'avais pas vu ça. On parlait dans l'émission spéciale qu'il était sur le bord de faire son casting. Là. Rapidement, c'est des noms... pas mal moins connus, là, mais là, on a assez chargé, fait qu'on s'en reparlera plus tard. Là, mais, bien sûr. Ça devrait sortir peut-être, je sais même pas si c'est pour l'automne ou pour 2023, je sais pas. Donc, rattrapage cinéma, évidemment, lorsque les salles de cinéma ont fermé, plusieurs gros films devaient prendre l'affiche, dont un qui
qui piquait notre curiosité. La bande-annonce était quand même assez réussie, moi je dois avouer. C'est évidemment Matrix Resurrections, donc le retour de Neo et Trinity. Exact. Je sais pas si c'est parce qu'on est des gars de plus de 30 ans, là, mais qu'on a été happés par ça parce qu'en 99, on était, je sais pas, au bon moment, au bon endroit pour Le premier là-dessus. Ouais, le premier film était quand même, visuellement, c'était époustouflant. Là, on avait, à part d'être vraiment un fan d'animé et de films obscurs un peu plus japonais, là, parce qu'on sait que les frères Wachowski, à cette époque, de la façon qu'ils s'appelait, avaient puisé beaucoup dans cet imaginaire-là, mais pour le cinéphile moyen, on n'avait pas été encore initié à cette culture-là asiatique. Donc, visuellement, c'était très fort, les scènes d'action. On n'avait jamais vu ce genre de truc-là. Malheureusement, ça s'est gâché pour les 2 autres films. Ils ont quasiment détruit la franchise, surtout avec le dernier film qui était très atroce. Donc, que nous réserve-t-il pour ce 4e volet qui se situe une quinzaine d'années? C'était 2003 le dernier. Donc, ouais, c'était pas tout à fait 20 ans, là, moins 18-19 ans. On retrouve Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss. Par contre, c'est Yahya Abdul-Mateen II qui va faire plus le... Une version de Morpheus. Morpheus, c'est ça. Jonathan Groff, Neil Patrick Harris et Jada Pinkett Smith qui revient et une ribambelle d'autres comédiens. Fait que c'était ça la grosse question, c'est comment ça allait se dérouler par rapport au 3e. Parce qu'on se souvient que, dans le fond, Neo avait conclu une espèce de pacte d'agression avec les machines. Ouais, c'est ça. Était récupéré par eux, puis on savait pas trop comment ça se terminait. Genre de paix sur Sion, puis continuez à faire votre matrice. Nous, on vit tranquille, puis ça va être ça. Fait qu'on retourne dans un monde comme où il y a encore les 2 réalités qui cohabitent. Fait que tu comprends qu'on le Neo qui s'appelle... Il est retourné à Monsieur Anderson à ce moment-là. C'est-tu Thomas? Ouais, Thomas Anderson. Fait qu'il a sa vie, mais là, lui, c'est un concepteur de jeux vidéo. Puis c'est comme si tout ce qu'on a connu de la Matrice aurait été des jeux vidéo dans la Matrice. Là. Fait que là, c'est super méta comme idée. Ouais. Mais dans le film, c'est quand même très excitant. Moi, j'ai vraiment aimé ça, comment il fignole tout ça. C'est pas mal la première, peut-être demi-heure, 40 minutes, comment il place ça. C'est un peu, ils s'en moquent eux-mêmes, là. Des fois, là, OK, il faut absolument faire un autre jeu vidéo. Fait que t'es comme, OK, c'est le même moment qu'il faut absolument faire un autre film. Ouais. Lui, ça ne tente pas. Fait que tu dis, dans la vie, ça ne tentait-tu pas de faire le film? Lors d'entrevue, il a dit non, ça ne tentait vraiment, sinon il l'aurait pas fait. Là. C'était les sœurs Wachowski qui ont toujours refusé jusqu'à récemment de faire une suite. OK. Donc, ouais, Mais là, c'est juste Lana qui... Ouais, là, il y en a juste une des 2 qui a participé. Donc, ouais, moi aussi, j'ai bien aimé cette idée-là, de la façon que c'était développé, amené, que finalement, ce qu'il a vécu, parce que Neo est pas certain, là, il est un peu, comment on dirait ça, pas fou, mais en tout cas un peu psychotique. Il sait pas trop ce qu'il a vécu dans les premiers films, c'est la réalité ou le rêve ou tout ça. Donc, mais tout ce qu'il semble avoir vécu le met dans son jeu vidéo qui connaît un succès planétaire, en tout cas un succès fou dans la Matrice. Ouais. Ouais, fait que la première partie, je trouve ça super intéressant. Puis, en fait, là, lui, bref, il va devoir, un peu comme l'autre, resuivre le lapin blanc, Chasing the White Rabbit, pour voir si tout ça est vrai ou pas. Fait que tu vas voir comment tous les personnages qu'on connaissait vont se retransformer ou vont être réinterprétés par d'autres personnes, comment ça se tisse, comment aussi il va réussir à retrouver Trinité, dans le fond, Carrie-Anne Moss au travers de ça. Fait que, on dirait que le film est plus un jeu de comment arriver à tisser tous ces liens que quelque chose qui était absolument pertinent pour l'histoire. C'est plus ça. Fait que c'est une fenêtre un peu pour nous montrer, ben, vu que c'était pas complètement fini, c'était un genre de trêve, voici comment c'est rendu un peu. Mais c'est ça. Moi, j'ai passé quand même un très bon moment dans le film. Je trouvais juste que, mettons, les séquences d'action étaient un peu plus rangées, mettons, qu'on avait vu auparavant. Ouais, en fait, moi, la seule critique que je peux faire, c'est que autant le premier film à l'époque avait établi une certaine marque, un jalon un peu dans l'histoire des effets visuels du cinéma. Avec toute la technologie d'aujourd'hui, j'aurais pensé qu'il aurait ouvert la machine encore plus, qu'il aurait mis le paquet. Et je trouvais que visuellement, j'ai pas été tant émerveillé que ça. Et ils ont un peu, Lana Wachowski, encore la même manie d'étirer certaines scènes d'action un peu trop longs. Fait que je trouve que la deuxième partie s'étire un petit peu. Donc, je trouve c'est un film qui a de très bonnes idées.
peut-être un peu trop inégal, malheureusement, en termes de scénario, mais écoute, ce n'est pas un navet loin de là, parce que le pari était quand même risqué. Là. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui souhaitait nécessairement une suite, mais il y a quand même de très bonnes choses. Moi, c'est surtout, en fait, une comédienne qui, je trouve, qui se détache du lot. C'est elle qui joue. Là, j'ai-tu marqué son nom? Je pensais que je l'avais pris en note. Mais en fait, c'est la comédienne qu'on voyait dans la série Iron Fist de Netflix, là, qui jouait Colin Wing, donc une jeune asiatique. C'est bête, je pensais avoir pris en note son nom, mais en tout cas, elle est très bonne là-dedans. C'est elle qui joue un peu une espèce de nouvelle version de Morpheus, qui est à la recherche de Neo, là. OK, ben c'est elle avec le tatou du lapin blanc. Ouais, Jessica Henwick. OK. Donc, que j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'elle réintègre l'univers Marvel. Puis sinon, il y a de bonnes twists quand même, justement, dans le scénario, avec, justement... On explique la raison aussi pourquoi, évidemment, Hugo Weaving n'est pas là, parce qu'il avait laissé une tellement grande impression avec son personnage de l'agent Smith. Mais il y a une raison qui explique ça. En fait, ce que j'avais lu, c'est que le comédien était prêt à revenir et on le voulait, mais question d'horaire, il était déjà pris dans une pièce de théâtre. Il ne pouvait pas se libérer pour les tournages. Il ne pouvait pas repousser non plus les tournages. Donc, finalement, il a dû abandonner. Ils ont peut-être juste retravaillé un petit peu le scénario avec ça. Mais non, si vous voulez retrouver l'univers de Matrix, vous ne serez pas déçus. Exact. Honnêtement. C'est peut-être pas le meilleur volet pour commencer son initiation à la matrice, évidemment, mais ça vaut amplement la peine. Moi, je pense que ça va être peut-être plus pour les nostalgios de notre âge que les plus jeunes ados qui vont peut-être rester un peu indifférents à ça. Mais si je me fie à la réaction de ma fille, je pense que le prochain film, vos ados vont probablement être plus embarqués. Ben oui, en parlant de franchise, c'est Kingsman. Kingsman, ou en français Kingsman Première Mission de Matthew Vaughn. Un peu à l'image des Matrices, c'est Matthew Vaughn qui les a tous faits, là, fait que c'est vraiment un peu sa franchise à lui. Initialement, c'était une bande dessinée, ça, tout à fait. À l'époque, lors du premier volet, qui avait quand même été, disons, librement adapté. Là, maintenant, on est rendu dans des histoires complètement inventées. C'est ça, créées pour le grand écran. Les premiers, c'était avec Taron Egerton. On était dans un monde très contemporain et actuel. Là, on est au début des années 1900. C'est comme les balbutiements de l'agence britannique Kingsman, alors que on doit trouver le moyen de contrer là, une puissante organisation qui monte une espèce de grosse machination pour créer une guerre mondiale puis tirer ses fins de ça. Alors, c'est Ralph Fiennes qui est le personnage principal, flanqué de Gemma Arterton. Il y a le jeune Harris Dickinson qui joue son fils. Rhys Evans qui fait le Rasputin et il y a Jimon Hounsou aussi qui est un allié et plusieurs autres personnages. C'est un rôle très physique pour Ralph Fiennes. Écoute, j'ai été surpris de le voir. Ben de la cascade quand même là-dedans. Pour son âge. Il doit avoir une doublure là, mais il faut que tu en fasses une partie tout de même. Ouais, c'est ça. Puis un, il n'est pas réputé pour ce genre de film-là. Non. Deux, il n'y a pas le physique d'emploi nécessairement non plus. Puis il n'a plus 32 ans non plus. Fait que écoute, un choix audacieux, mais c'est quand même un comédien qui excelle toujours dans ce qu'il fait. Il est toujours quand même intéressant à voir. Il y a des moments où je voyais puis je repensais à Voldemort. Puis j'étais comme, c'est fou parce qu'il y a quand même... Il fait partie des rares acteurs qui est autant capable de jouer un méchant qu'un gentil puis qu'on prenne pour lui qu'on le croit. C'est sûr que dans Voldemort, il y avait une petite transformation physique avec le nez et des choses comme ça, mais c'est quand même la même interprétation, un peu d'une certaine façon. Sommairement, si vous avez regardé, parce que vu que ces films-là ont sorti aux États-Unis juste avant Noël, peut-être vous avez vu des mauvaises critiques. Puis j'avoue que j'y allais un petit peu à reculons moi-même. J'ai dit, ça va-tu être une espèce de truc mal bâclé? Parce que rapidement, non, j'ai vraiment aimé ça. Je comprends pas pourquoi les critiques sont si basses pour ce film-là. C'est un film qui est malmené principalement parce que c'est des projets Fox, fait que ça a été créé et conçu avant le rachat par Disney. Fox voulait en faire justement une franchise, dans le fond, puis pouvoir faire plein de Kingsmen à toute époque et avec plein de personnages différents. Fait que là, Disney a comme racheté ça. Le film, à l'origine, il me semble que ça devait prendre l'affiche, mettons, février 2020, là, avant la pandémie. Puis là, je pense qu'ils ont dû faire une couple de screening tests, pas aimer la réaction du public, refaire un petit montage ou des choses comme ça. Là, la pandémie est arrivée, là, le film a été déplacé 2-3 fois, malheureusement. Fait que là, il sort un petit peu sans tambour ni trompette, genre.
Puis, mais c'est vraiment bien, là. Dans le genre, c'est quand même assez violent, là. C'est quand même un 13 ans et plus violence, là. Fait qu'allez pas avec vos plus jeunes. Je trouvais qu'il y avait quand même de l'audace dans le scénario. Le style BD est encore là dans certains effets. Souvent, une espèce de long travelling avant / zoom, là, que c'est comme impossible et irréel, là, mais Et c'est ce que j'aime dans cette franchise-là, justement, dans les chorégraphies, dans la mise en œuvre. Une espèce de folie qui est intéressante à voir, qui me manquait dans le dernier Matrix, que j'aurais aimé voir. Ah, ben, ça se peut être ça. Puis dans le cas de Kingsman aussi, moi, le deuxième, le Golden Circle, m'avait laissé très mi-chaud, mi-froid, là, aussitôt vu, aussitôt oublié. Alors que cette fois-ci, non, je trouve que ça revigore bien la franchise d'avoir comme sorti du même personnage là, de Exby, en tout cas, Taron Egerton, d'être allé comme complètement ailleurs, puis un peu les balbutiements du mouvement des Kingsmen. Ouais, puis des films d'action qui se déroulent toujours dans le temps de la Première ou Deuxième Guerre mondiale, ben, c'est toujours intéressant à voir, on veut pas. Exact. Ben là, on est comme avant, c'est ça. On serait avant la Première Guerre mondiale. Puis, mais on sent qu'il se broue quelque chose. Puis Rhys Evans, il est quand même très cool en Rasputin. Ouais. Mais connaissable aussi. Ouais, puis il s'est librement inspiré de plusieurs légendes. C'est Rasputin qui a vraiment existé. Là. Je pense que c'était un tsar. Non, c'était pas un tsar, lui, c'était justement. C'était le conseiller du exact, là, un peu un genre de druide, là, et très spirituel. Là-dedans aussi, il y a ce côté-là. Fait qu'ils ont pris plein d'affaires. Là. C'est comme reconnu dans les légendes qu'il mange là, comme un ogre de manière dégueulasse. Fait qu'il y a une scène là-dedans comme ça. Là. Il y a d'ailleurs, pour les fans de podcast, là, les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne. Là, il y a un épisode sur Rasputin. Là, fait que si vous êtes curieux, fait que non, le film prétend pas faire dire toute la vérité, mais il y a quelques mythes, mettons, qu'ils ont utilisés pour créer le personnage. Donc, si vous aimez vos films d'action légers, ben, c'est parfait. Ça ne sert qu'à divertir, à s'amuser. Et c'est peut-être un peu ce qui fait de défaut aussi, mais je dirais même au James Bond des dernières années, juste un peu de légèreté, de folie, de pas trop se prendre au sérieux, de s'amuser un peu avec le genre. Mais c'est fait avec soin quand même. Exact. Oui. En parlant de faire avec soin et de franchise... Ouais, ben écoute, ça, c'en est un que j'attendais avec impatience. C'est le nouveau Frisson Scream. Je dois avouer que, est-ce que je suis un fan de la série? J'ai adoré le premier film, évidemment, qui ramenait un peu le genre, le slasher film à cette époque-là, parce qu'à un moment donné, comme quelques années, il y a un trou là, après la mort des Vendredi 13 et Freddy et tout ça, il n'y avait comme plus grand-chose. Ouais, parce que le premier, c'est 96. C'est ça, ok, mi-90. Ouais, c'est ça. Fait que j'imagine que fin 80, début 90, il n'y avait pas grand-chose. Là. C'était plutôt tranquille dans le genre du slasher film. Et en même temps, Wes Craven, qui évidemment était le créateur du premier Freddy, donc s'amusait un peu avec le genre, évidemment. Le premier Frisson se prenait plus ou moins au sérieux. Il a poussé un peu cette note-là dans les deuxième et troisième films que j'avais trouvé un petit peu moins inférieurs. Il y a un quatrième film au tournant des années, je pense, de 2010-2011, qui était quand même satisfaisant. Et là, avec l'annonce d'un nouveau film, on se disait, écoute, on peut encore étirer la sauce pour un cinquième film? Surtout de ramener toujours les mêmes trois personnages. Effectivement. Mais oui, je dirais que oui. Et les critiques sont d'autant plus très positives. Donc ça, j'avais encore plus le goût de le voir. Donc on retrouve effectivement à Woodsboro... évidemment, le personnage de Sidney Prescott, Gale Weathers et Dewey aussi. Donc, Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette. Donc, c'est toujours un plaisir de les revoir, évidemment. Il y a un peu un angle, un peu comme le dernier Halloween a servi avec Jamie Lee Curtis, là, de retrouver ces personnages-là encore plus vieux, là, maintenant 25 ans après les événements du premier film. Donc, les comédiens sont dans la cinquantaine pour Cox et Arquette et Neve Campbell mi-quarantaine. Donc, il y a quelque chose d'assez étrange de les avoir connus jeunes, après ça de les revoir ridés, cheveux gris, tout ça. Donc ça fait toujours un petit choc. D'ailleurs, ma fille, j'ai une ado, donc qui a découvert les films dans le temps des fêtes. Justement, on aurait écouté les 4 films pour ça. Et elle a dit, mon Dieu, ils ont donc bien vieilli. Pour elle, c'était spécial de voir ça dans l'espace de quelques semaines. 1, 2, 3 sont assez succincts, là, dans peut-être même pas 10 ans, peut-être. 3, 4 ans, genre. Là. C'est ça. Mais là, le 4 était pas mal plus tard, puis là, il y a un autre 10 ans encore. Ouais. Donc, on retrouve, 25 ans après les événements du premier film, évidemment, le fameux Ghostface, le tueur à masque, récidive à nouveau à Woodsboro, une nouvelle série de meurtres débute. Écoute, j'ai trouvé ça super intéressant. Le film est justement beaucoup plus sérieux, donc on verse un peu moins dans la comédie.
Mais la réalisation, elle est vraiment efficace d'un duo que je ne connaissais pas, qui s'appelle Radio Silence, en fait, mais c'est deux gars, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillette, qui ont fait quelques films dont je n'ai pas vu, malheureusement. Ouais, j'ai entendu beaucoup parler de Ready or Not, ouais, c'est ça. Qui est assez récent, en 2019, mais je l'ai pas vu, qui était dans le genre aussi horreur, comique, suspense, un peu. Là. Donc, c'est certain que je vais aller regarder ça. Donc, le film a vraiment d'excellents moments de tension, là, dont une scène dans le milieu du film où on étire. C'est toujours la fameuse séquence où on pense que le personnage va être caché derrière, là, la caméra se promène dans le cadrage, et il étire, je pense, un bon 4-5 minutes. Ah là. ouais, OK. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, oui, il y a beaucoup de petites trouvailles narratives. On fait beaucoup de petits clins d'œil à des films, dont au fameux fandom toxique et à Rian Johnson et à Star Wars épisode 8. Donc, on fait des petites références, là, les fans qui détestent les reprises et tout ça, les reboots et les remakes. Donc, le scénario, il y a des bons petits clins d'œil. Donc, moi, je me suis vraiment bien amusé avec cette nouvelle mouture de Scream de frisson. Puis comme on disait qu'ils ont déjà annoncé un 6e volet, ça fait que c'est positif. Je pense qu'ils ont confirmé que ça serait encore Radio Silence. Oui, c'est la même gamme, même scénariste, donc la même équipe qui revient pour ce 6e volet-là. Évidemment, on a annoncé personne en termes de comédien. Je pense qu'on voulait juste laisser peut-être le temps aussi de film de fonctionner puis pas trop spoiler, révéler qui reviendra pas, là, tout dépendant de ce qui se déroule dans le film, parce qu'évidemment, je ne veux rien dévoiler ici. Alors, ça va être à suivre. De voir qui, parmi ces nouveaux visages ou vieux visages, reviendront ou pas dans ce 6e Scream qui devrait paraître en 2023. Je pense que ça va être l'an prochain. Oui, puis c'est aussi assez très standard d'avoir un film d'horreur en janvier, février, début d'année. Puis là, il y a un peu le champ libre. Là. Je pense qu'il y a peut-être un film de loup-garou qui sort dans une semaine ou deux, plus limité. Mais là, en ce moment, c'est vraiment Scream, si vous voulez vous glacer le sang. Ouais. Donc, une franchise qui semble bien vieillir, alors tant mieux. Sinon, avec quelques petites sorties aussi qu'on peut juste mentionner rapidement. Pour les fans, c'est aussi beaucoup de séries de franchises. Jackass Forever, les Jackass toujours en français. 4e volet des aventures cinématographiques de Johnny Knoxville et sa gang. 11 ans depuis le dernier film. C'est toujours Jeff Tremaine qui est à la réalisation. Je sais qu'il a fait tous les films. Il a dû faire aussi une couple d'épisodes. Là. Au départ, c'était... le réalisateur qu'on n'attacherait jamais à ça. Là. Spike Jonze. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, qui est un des producteurs. Qui est là-dedans. Puis surtout, c'est qu'il y a plusieurs jeunes. Ils sont comme allés chercher une nouvelle garde. Fait qu'on se demande, est-ce que c'est comme une passation des pouvoirs ou ça va peut-être... Je pense qu'on peut dire oui, vu le succès au box-office déjà. On voit que cette franchise-là demeure toujours d'actualité. Écoute, je pense qu'il y a encore plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Mon gars a connu ça, même s'il n'a pas grandi avec ça. Donc, moi, c'est exactement de mon âge, là, quand c'était MTV, quand j'avais genre 13-14. Mais je tripais pas tant que ça. J'ai des amis qui écoutaient ça, fait que je sais que ça existe, mais j'avoue n'avoir jamais vu les films. J'ai rien contre, c'est juste que... c'est un humour particulier, il faut aimer ça. Il y a des blagues que je trouve drôles, puis à un moment donné, quand ça se met à comme vomir, puis un peu se mutiler, puis tout, je débarque. Là. Mais, je sais pas, tant que tu sais pas que la personne a une commotion cérébrale, c'est drôle. Après ça. Parce qu'ils refont les tests, ils font souvent ça, des tests d'équipement, là, mettons, une protection. Puis là, ils tapent quelqu'un sur un but avec un équipement de goaler, genre un jackstrap, puis c'est P.K. Subban qui envoie des slapshots dans le casque, genre d'en face. C'est quand même une bonne bine. Certain. Alors, écoute, pour les amateurs du genre, je pense que vous ne serez pas déçus. Encore là, les échos sont très positifs. Mais ça va être un dernier tour de piste pour Knoxville et sa gang, parce que, comme il l'a dit, dans la cinquantaine, à un moment donné, le corps ne peut plus suivre. Ouais, là, ça devient... C'était déjà dangereux. Là, c'est extrême. Il y a, pour certains cinémas, il y a aussi Red Rocket, Fusée Rouge, qui devait prendre l'affiche. Même chose, juste avant les fêtes. Je me demande si c'était pas le jour de Noël comme tel. Un film de Sean Baker, lui, qui avait fait Florida Project en 2017, qui s'était démarqué avec ça. Il me semble que c'est Willem Dafoe avait eu une nomination aux Oscars pour son rôle là-dedans. Puis Red Rocket, mais en vedette, c'est quand même drôle, Simon Rex, qui lui est connu pour faire des quand même très mauvais films, dont les Scary Movie 3, 4 puis 5. Là, c'est lui qui fait George, là, l'espèce d'imbécile heureux. Là. Puis c'est quand même drôle qu'on parle de Frisson puis de Red Rocket un peu au même moment. Fait que lui, Simon Rex, joue un ancien acteur porno fauché qui retourne dans sa ville natale, petit village au Texas.
pour retrouver sa femme, parce qu'il est comme encore marié. Puis, dans le fond, personne ne veut vraiment de lui là, mais lui, il va tenter de, disons, remettre sa vie sur les rails, là, se refaire un peu d'argent, puis repartir à neuf. C'est un film de A24, comme Florida Project, fait qu'il y a une certaine vibe avec ça. Mhm. Je me dirais que ça peut choquer peut-être certaines personnes parce qu'ils se moquent, mais c'est pas ils se moquent, mais ils dépeignent quand même une classe, certaines classes sociales, qui essaient de s'en sortir, pas trop d'éducation, qui font de l'argent comme ils peuvent, en vendant un peu de drogue, un peu de prostitution, puis tu tiens le fort. C'est pas mal quasiment le seul personnage masculin dans l'histoire. C'est beaucoup des femmes fortes à leur manière, disons, puis autonome d'une certaine manière. C'est pas qu'il n'est pas nécessairement le bienvenu là-dedans. Et dans ce film-là aussi, il est quand même un peu un imbécile heureux, mais c'est comme le fun de voir genre ses aventures. Il se déplace toujours en bicycle vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de voiture. Fait qu'il est vraiment fauché, mais il essaie d'être big shot. Il parle de ses accounts Pornhub, puis comment il est suivi. Puis là, il parle de telle scène, quand il va aux danseuses, de quand il était avec telle scène dans tel film. Puis ça impressionne du petit monde, genre, de cet endroit-là. Fait que je sais pas si c'est bien reçu comme partout, là, parce que c'est quand même un peu classique d'avoir genre des Texans redneck pauvres, mettons. Là, c'est quand même ça, là. Mais, puis j'ai remarqué aussi, toutes les autres, j'ai pas fait des recherches approfondies, mais si c'est des non-acteurs ou juste, mettons, des acteurs de théâtre pas connus, mais ils ont presque aucun autre rôle de crédit cinéma. Pourtant, tout le monde est vraiment juste et crédible là-dedans. Des acteurs du coin, effectivement. C'est ça. Très bien. Puis, tu sais, peut-être un trigger warning, là. Ben, c'est un film qui est 13 ans et plus, tu sais, érotisme et langage vulgaire, mais il y a comme, tu sais, il va bâtir une relation avec une fille qui est comme à peine majeure, là. Okay. Fait que j'ai lu des commentaires sur Internet, certaines personnes, ça les avait choqués. Fait que, donc, un film pour ceux qui aiment les malaises, l'humour malaisant, un peu, tout peu, ça. Genre, c'est ça. Le film, ça veut quand même drôle, sans être une satire ou quelque chose comme ça. Une comédie noire un peu. Là. Ouais, exact. Puis, une nomination pour Simon Rex au Independent Spirit Awards comme meilleur acteur là, pour ça. Il y a, dans les autres sorties, dans les films d'action, on a The 355 de Simon Kinberg, là, lui qui avait... C'est surtout un producteur et scénariste. Ouais, c'est ça. Mais il avait réalisé X-Men Dark Phoenix, qui est quand même le mal-aimé. On dira pas trop fort, mais c'est comme plusieurs films d'action, d'espionnage, avec des femmes en tête d'affiche. Fait que c'est comme les meilleures espionnes de plusieurs pays différents qui doivent s'unir pour reprendre une technologie qui a été... prise par un genre des mercenaires. Fait que c'est Jessica Chastain, il y a Lupita Nyong'o là, qu'on a vu dans Black Panther, Diane Kruger, Penelope Cruz. Quand même un casting solide. Là. Ouais, exactement, c'est ça. Fait qu'on est quand même dans les clichés du genre là, de scènes de rafales de mitraillettes, de sauter dans le vide, puis des petites répliques assassines, puis des choses comme ça, mais... Si vous aimez ce genre-là, c'est quand même très sympathique et efficace là-dessus. On se promène partout dans le monde, puis... c'est ça. On doit s'unir malgré nos différences un peu. Dans les comédies, on a C'est la vie de Julien Rambaldi, qui est une comédie chorale française avec entre autres Josiane Balasco, puis Nicolas Maury aussi, qui est là-dedans, connu pour son rôle dans 10%. C'est le dernier jour de travail avant la retraite d'une sage-femme, disons, qui se laisse plus impressionner, puis un jeune obstétricien qui est plutôt arrogant. Mais ensemble, ils vont devoir accompagner 5 femmes dans différentes situations pendant leur accouchement avec les maris qui sont pas là puis qui doivent arriver. On est vraiment, c'est ça, comédie chorale là, en parallèle, plein de trucs assez légers. Pour La famille chantée 2 de Garth Jennings, le premier avait eu un très gros succès. Les voix originales, c'est Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, et cette fois-ci, il y a même Bono. Ben oui, prête sa voix. C'est la première fois, je pense, qu'il y a une apparition au cinéma, tout simplement, là, ou en voix. Fait que c'est un peu les mêmes personnages. Là. Buster Moon, le koala optimiste qui monte un spectacle avec ses amis artistes. Mais faut d'abord qu'il perçoive la vieille star du rock, là, un lion là, qui est reclus au monde puis qui avait juré qu'il ne ferait plus jamais de spectacle. C'est lui qui est voicé par Bono. Et On est fait pour s'entendre, comédie romantique française avec entre autres Sandrine Kiberlin et Pascal Elbé, qui est un cinquantenaire dans le fond qui découvre qu'il est en voie de perdre Louis, mais il refuse de l'accepter, fait qu'il fait plus s'enfermer dans sa bulle puis un peu se couper du monde. Mais l'arrivée de sa nouvelle voisine, veuve et mère d'une petite fille
qui est en période de mutisme, dans le fond, qui refuse de parler pour X raisons, ben, ça va le pousser évidemment à s'ouvrir au monde, fait qu'il va se développer une relation entre ces deux personnes-là. Pascal Elbey, c'est lui qui réalise le film et qui joue le personnage, quelqu'un qui souffre un peu de surdité comme ça en vieillissant, fait que c'est pour ça que je pense qu'il se permet de faire quelques blagues, c'est beaucoup des quiproquos sur des situations, des malentendus littéralement. Mais ça reste comme une espèce de petit sujet méconnu au travers de la comédie romantique, ça peut être parfait. Et dans les gros films aussi qu'il y a, c'est Drive My Car. Oui, bien sûr. Donc, film japonais qui rafle à peu près tout sur les circuits, festivals et tout ça. Donc, il était précédé d'un très, très gros buzz, d'ailleurs en nomination pour quelques Oscars. Un film quand même assez long, on doit prévenir, 180 minutes, donc achetez-vous un gros popcorn. Vous allez en manquer avec le petit sac. Gros popcorn, petite liqueur dans ce temps-là. Mais ouais, 4 nominations, meilleur film, film international, meilleure réalisation, meilleur scénario adapté, comme on disait précédemment, là, parmi les films internationaux qui se placent dans plusieurs catégories et pas juste le film international. Donc, si vous voulez voir vraiment un film de qualité, évidemment pour un public plus averti, mais ça risque d'être celui qui sera le vôtre pour les prochaines semaines. Un film quand même esthétiquement très beau, très réussi, de beaux paysages. Une grande partie du film se déroule en Corée. Bien joué aussi. Donc, ben, rapidement, on peut... vas-y avec tu veux histoire. je synopsise un petit peu. C'est un acteur et metteur en scène de théâtre qui adore conduire sa voiture quand même. Souvent, en fait, justement, il va se servir du temps de déplacement, lui, pour pratiquer des scènes avec sa radio, son CD. C'est qu'il enregistre sa femme qui donne la réplique, fait comme ça lui permet de pratiquer en conduisant. Et il est appelé à aller diriger une pièce pendant une résidence de quelques semaines dans un festival de théâtre à Hiroshima. Mais à ce moment-là, il est contraint d'être conduit par une chauffeur. Pour une question d'assurance, il ne peut pas conduire lui-même. Fait que de ça va naître une relation entre... pas une relation amoureuse, mais juste une relation interpersonnelle, disons, entre sa chauffeur et lui. On n'a pas envie d'en divulguer davantage sur les événements qui vont arriver dans le film, mais c'est principalement un film de personnages. C'est un film de c'est quoi le sens de l'amour, les blessures, puis le passé, comment avancer dans la vie avec un certain poids sur tes épaules, peut-être. Et aussi un personnage qui remet en question un peu sa carrière, ses choix, sa vie. Là, on voit qu'il est aigri par, malgré qu'il semble être un comédien réputé quand même, qui a un certain succès, mais qui n'aurait pas atteint pleinement son potentiel. Donc, il y a toute une réflexion sur ça aussi. Donc, c'est très verbomoteur, très axé sur les dialogues, disons ça comme ça. Mais ça reste des personnages qui, surtout le personnage principal, là, il analyse beaucoup, tu sais. Oui, le film se passe pas par... on vient de parler de films d'action puis d'explosion, puis tout, c'est pas ça du tout. Là. C'est pas Parasite non plus, là, pour ceux qui disent « Ah, c'est un film exact, asiatique. » c'est pas un suspense, puis... mais c'est un personnage qui va plus être en retenue, regarder ce que les autres font. Comme on mentionne à l'occasion, c'est le fun d'être comme dans le milieu du théâtre. Là. Ils sont dans des répétitions, les auditions, auparavant. Fait que, c'est vraiment intéressant de voir un peu comment ça se déroule. Puis la pièce, c'est quand même cool ce qu'ils montrent. Là. C'est en... je me rappelle-tu si Donc le Vaniard. Ah oui, pardon, c'est ça. Puis, il y a comme... Vu que c'est un carrefour de théâtre, puis lui est en résidence pendant un gros festival de théâtre. Ça. Ils montent ça d'avance pour le festival. Eux, ils parlent japonais, mais il y a du monde dans la pièce qui parle chinois, coréen, anglais. Il y en a dans le langage des signes. Oui, qui est une touche intéressante que j'ai bien aimé. Ça. C'est ça. Fait que, oui, le film est assez long, mais il touche à tellement de choses. T'sais. C'est sûr que physiquement, à un moment donné, 3 heures assis dans la salle, tu ressens un petit inconfort au fessier, peut-être. Là. Mais je trouve que le temps est quand même tout utilisé. Fun fact, vous allez peut-être même pas vous en rendre compte, mais le générique d'ouverture, il arrive comme pas mal plus tard dans le film. C'est comme s'il y a une... c'est épilogue au départ? C'est prologue, c'est à la fin. Épilogue, c'est au départ. Comme s'il y a un épilogue là, d'une trentaine de minutes comme faut, puis amener le générique en barque. Mais tu te laisses prendre au jeu, puis tu oublies qu'il y a eu ça. Fait que... écoute, est-ce que ça va remporter ces 4 trophées-là aux Oscars? On pourra se refaire une émission spéciale avec nos pronostics, mais c'est sûr que pour celui du meilleur film international, il y a vraiment une longueur d'avance, l'ayant gagné à peu près partout. T'sais. Puis,
Hey, ça, j'ai pas noté ça. Je vais à brûle pour point, mais c'était-tu la Palme d'Or à Cannes? Non, c'était Titan, la Palme d'Or, Ouais, c'est vrai. ça. Ouais. Je sais qu'il avait gagné scénario, entre autres, là, de mémoire comme ça. Ah, Peut-être c'est ça. mise en scène aussi, réalisation, mais ça, je suis pas certain. OK. Donc, Drive My Car... Peut-être qu'il y a des endroits qui l'appellent Conduis mon char. C'est comme le titre traduit vraiment au Mon Québec. char, oui, c'est ça. Ouais, c'est Conduis mon char. Mais plusieurs cinémas, je pense qu'ils ont préféré le garder Drive My Car. C'est toujours un peu singulier aussi, les films internationaux, tu sais, parce que c'est comme si les Américains ou le milieu anglophone va faire connaître le nouveau titre. Fait que là, t'es rendu à une énième traduction. C'est le cas de, par exemple, Julie en 12 chapitres, tu sais, c'est pas ça le vrai titre, là, mettons. Et anecdote, depuis que j'ai vu le film, j'ai toujours la chanson Drive My Car en tête. Mais tu me disais, parce qu'elle n'est pas dans le film. Elle n'est pas dans le film, et moi, à la blague, je disais, ça aurait été très drôle qu'ils mettent ça comme générique de fin. Ouais, mais j'ai mais lu... ce serait quand même, ça détonnerait. Oui, là. ça casserait le rythme, c'est certain. Mais il voulait l'utiliser, je ne sais pas à quel moment dans le film, le réalisateur, mais finalement, c'est trop compliqué et onéreux d'avoir les droits de la chanson des Beatles. Dans un même registre plus cinéphile, mais peut-être un peu plus accessible, disons ça quand même, parce que Drive My Car, c'est pour un public quand même un peu plus averti. Le nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui... C'est ça, là, on a comme passé tout ce qui était les sorties depuis le 7 février, depuis l'ouverture. Là, on tombe aujourd'hui sur, mettons, les nouveautés en fin du de 11 semaine. février. Là. C'est ça. Donc, Licorice Pizza, nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui nous a habitués à aller un peu dans tous les genres, ou en tout cas plus dans les différents tons. Il a fait des trucs un peu plus légers, des trucs un peu plus austères et sérieux. Donc, il revient, je dirais, un peu plus à ses origines Boogie Nights, donc film d'époque dans les années 70, dans la vallée San Fernando, en Californie. Et on y suit deux jeunes, un jeune et une un peu plus vieille, dont le garçon, en fait, a l'œil sur la fille, n'est-ce pas? Exactement. C'est ça, comme aîné d'à peu près 10 ans là, entre ce jeune acteur, ce jeune adolescent acteur, c'est ça, c'est un enfant acteur qui vieillit. Fait que, ouais, c'est ça, c'est plus une romance, là, on n'est pas dans les... There Will Be Blood du tout. Là. Non. Ça peut ressembler peut-être à Punch Drunk Love aussi, il y avait une certaine légèreté dans ses réalisations. Fait que c'est une forme de récit d'apprentissage qu'on appelle un coming of age. Il y a quand même une couple de notions là, sociales là, qu'on va injecter là-dedans. C'est pas pour rien qu'il y a entre autres la nomination du meilleur scénario original. Paul Thomas Anderson n'écrit pas ses scénarios sur un coin de table, visiblement. Fait qu'il y a de la profondeur dans les dialogues. Des personnages toujours intéressants, colorés aussi. Exactement. Là, on pense à ceux, entre autres, de Sean Penn, mais Bradley Cooper aussi. Même le réalisateur, Tom Waits qui joue un réalisateur. Oui, parce que le background, un peu, l'arrière-plan de l'histoire se déroule dans le monde du cinéma. Donc, Bradley Cooper joue vraiment le producteur John Peters, qui a été le chum de Barbra Streisand. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, selon Bradley, qui était coiffeur, en fait, de vedette, qui est devenu producteur. Écoute, juste à lui, je pense qu'on pourrait faire un film. Il a une vie vraiment, vraiment éclatée. Mais le jeune couple en devenir, peut-être, c'est quand même deux comédiens inattendus, qu'on peut ainsi dire, parce qu'il y en a une qui n'est pas du tout comédienne. Oui, c'est ça. En fait, le principal, pas le principal, mais le garçon, Cooper Hoffman, c'est le fils de Philip Seymour Hoffman, qui était un des comédiens chouchous de Paul Thomas Anderson jusqu'à son décès. Fait que je pense que c'est son premier film. Oui, tout à fait. Et Alana Haim, qui est c'est une musicienne, en fait, puis je sais pas comment elle a ramassé ça dans leur connexion, mais Paul Thomas Anderson a fait comme tous les vidéoclips de son band qui est avec ses sœurs, là. Fait que... la connexion vient de là, je l'ai vu en entrevue. Mais je sais pas comment ça a débuté, là. Elle a juste dit « Ah, ça serait cool un jour, j'aimerais ça être dans un de tes films, quelque chose comme ça. » mais pour que lui fasse ses vidéoclips. Ah, pour que lui fasse... Oui, bonne question. Je sais pas. Ça, bonne question. Des fois, c'est un petit milieu, des fois, les arts en Californie. J'aimerais ça que Denis Villeneuve fasse des clips de mon band. Donc, et on retrouve aussi les parents d'Alana Haim qui jouent ses vrais parents dans le film. Donc, ça, c'est encore très, très drôle. Alors, pour ceux qui veulent... C'est ça, mais il a écrit le rôle pour elle. Oui, vraiment. On passe du coq à l'âne, là, mais il avait dit un jour, je vais avoir un rôle pour toi ou quelque chose. Puis là, bon, je vais être là 3 minutes dans ton film. C'est comme, non, c'est toi pas mal la personnage principal. Effectivement. Okay. Donc, puis, un beau cadeau.
Ouais, c'est ça. Comme on disait, tu sais, c'est des dialogues qui donnent beaucoup de vie, beaucoup de rythme au film. Contrairement à, mettons, Drive My Car, il y a plus d'action un petit peu dans le récit naturellement, aussi du fait que c'est des jeunes, ils font un petit peu plus de folie, ils sont un peu plus cavaliers là-dedans. On montre beaucoup la vulnérabilité de la jeunesse, puis quand même un certain traitement de la place des femmes dans la société. Fait que c'est comme un peu au milieu de l'intrigue qui est aussi teintée de nostalgie, comme tu dis. Ou comme Tarantino, par exemple, aime faire. C'est pas pour rien qu'il fait des films des années 60-70, parce que c'est comme le fun à montrer, puis ça les touche eux-mêmes. Là, il doit avoir quand même, je sais pas si c'est dit ou secret, mais une partie de la jeunesse de PTA là-dedans. Là, assurément qu'une partie de lui-même. En fait, juste le titre est inspiré, parce que Licorice Pizza, on va se demander mais d'où sort ce titre quand même assez inusité. En fait, c'est une chaîne de magasins de musique, disques, dont il côtoyait, comme il disait, chaque semaine, il allait acheter des disques avec ses amis et tout ça, donc qui existait dans le sud de la Californie. Alors... C'est, en français, on dirait qu'on est décousu un peu. En français, c'est « Rêver grand ». Ce qui peut avoir du sens pour le récit, mais au niveau de la traduction, c'est très brutal. Mais en même temps, tu l'as rappelé, Pizza à l'anis, ça n'a pas rapport parce que c'est le nom du commerce. Fait que, en tout cas, ils sont allés pour ça. Fait que, ouais, c'est disponible, ça, anglais, en français ou sous-titré français, pas mal un peu partout. C'est quand même un gros boss. C'est juste dommage que finalement, il n'ait pas retenu de nomination pour ni Alan Haim ni Cooper Hoffman, mais quand même... C'est pas mal les majeurs pour un auteur, là. Film réel puis scénario, c'est pas du mal beau travail, là. On poursuit avec peut-être un autre registre complètement différent. Ouais, qui revient un peu plus dans le blockbuster, si on veut. Death on the Nile, Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, qui revient pour une deuxième aventure du célèbre Hercule Poirot. Ben oui, il nous avait donné quelques années en 2017 Meurtre sur l'Orient Express, qui avait été qui a connu vraiment un bon succès critique et commercial, quand même, un peu contre toute attente, parce que écoute, faire du Agatha Christie dans ces années-ci, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sexy et populaire. Ouais, c'est ça. Mais, par contre, c'est le côté whodunit, là. Ouais. Non, Knives Out est arrivé après Meurtre sur l'Orient Express, mais en tout cas, il y a vraiment un regain de... Oui. En fait, je sais pas si c'est un regain, c'est toujours populaire, mais c'est vrai que... Ça vient un peu par plus parler, mais là, c'était comme un retour. Je pense que ce film-là a ramené l'avant-goût de connaître les meurtres mystères. Exact. C'est toujours aussi une bonne occasion de s'enfiler une belle brochette de comédiens et comédiennes. Ici, Kenneth Branagh reprend du service, mais il y a Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey, Tom Bateman, qui était aussi dans le précédent film, Laetitia Wright, qui est aussi une star montante depuis Black Panther. La chérie des Black Panther, oui. Annette Bening, Russell Brand, que je ne pensais même plus vivant, quasiment. Non, mais je pensais même plus qu'il faisait du cinéma. Et de le voir dans un rôle sérieux, c'est un peu déroutant. Ouais, c'est ça. Il y a toujours des rôles comiques un peu excentriques, là, ces personnages. Là. Ouais, là, il est beaucoup plus effacé. Il est quelqu'un de très nerveux aussi. Fait qu'il n'y a pas... Non, il n'y a pas tant de blagues là-dedans. On est en 1937 en Égypte. Sans trop en divulguer d'informations. On est dans une croisière sur le Nil en compagnie d'une riche héritière américaine qui est jouée par Gal Gadot et de son entourage, c'est-à-dire tout le monde. Et on vous laissera deviner pourquoi, en fait, pas deviner, mais découvrir dans le film pourquoi Hercule Poirot est avec eux. Fait que ce célèbre détective, il va se mettre à enquêter sur un meurtre. Effectivement. Et évidemment, tous les suspects ont une raison de tuer la victime. Donc, écoute, c'est un film sans grande surprise. Ceux qui ont aimé le premier Meurtre sur l'Orient Express, je pense, ne seront pas déçus de celui-ci. On est toujours dans la caméra qui bouge beaucoup, de Kenneth Branagh. C'est toujours... ça bouge beaucoup. Ouais, beaucoup aussi des pannes, là, des panneaux, des travelling, puis des trucs comme ça. C'est quand même esthétique, sa façon de faire. Oui, quand même un sens de la mise en scène. Bien, évidemment, c'est un gars de théâtre, là, Kenneth Branagh aussi. Évidemment, sa force, c'est d'aller chercher toujours de très bonnes performances de ses comédiens. À ce niveau-là, on est très, très bien servi. Il abuse peut-être même un peu trop des plans rapprochés. On est souvent sur des gros plans de visage. Surtout sur lui, on peut bien voir que la fausse moustache a l'air vraie, disons. Mais tu le sais que c'est faux, mais elle a l'air vraie. Écoute, moi, un petit bémol je peux te donner, mais écoute, c'est pas vraiment sa faute. Là. Je sais que c'est une question de budget, mais on voit que cette nouvelle technologie-là de créer des environnements virtuels, mais maintenant sur les plateaux même de tournage, là, donc
ça paraît nécessairement. Là. Ouais, On c'est sait ça. qu'il n'a pas tourné ça. Tu sais, ils sont allés chercher comme... j'ai oublié comment ça s'appelle, mais tu sais, les images que... c'est pas de l'exposition. Il y a un terme pour ça. Je m'en veux. Mais quand tu places des images du décor comme pour couper tes scènes, mettons, là, on voit du monde qui pêche sur le Nil, des choses comme ça. Bon, ça, ils sont vraiment allés, ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas un bateau qui était sur cette eau-là. Là. Ils sont allés... C'est en studio, puis c'est filmé clair. autour, puis des trucs comme ça. Ça, évidemment, on n'y échappe pas. Peut-être que sinon, la coche au-dessus, c'est d'aller dans le Marvel puis que ton film coûte 200 millions, mais ça aurait comme pas rapport pour ça non plus. Effectivement. Fait que t'es comment... Puis s'il était allé sur place, comme mettons un James Bond va faire même chose, ça aurait coûté des millions de dollars de créer un vrai bateau, puis là, c'est super compliqué à filmer autour. Ouais. Fait que on fait ça en studio avec des green screen, mettons. C'est ça. Fait qu'au lieu des décors en Ben, il y a papier quand carton, ben on sent que c'est un C'est ça, décor, tu sais, le bateau, virtuel. lui, est créé dans un studio. Là. Ils sont pas juste devant un green screen puis il n'y a rien du tout. Mais tu sais, à chaque fois que tu as une fenêtre ou quelque chose comme ça, là, on sent que c'est arrangé avec le gars des vues, disons. Et aussi, de mémoire, ça fait un petit moment que j'ai vu Crime de l'Orient Express, mais disons, le meurtre puis les suspicions, si ça se dit, là, ça commençait assez tôt quand même dans le récit. Écoute, Là, la manière que c'est fait, et je n'ai pas lu le roman, là, je m'en cacherai pas, on donne d'abord du backstory sur Hercule Poirot. Après, on va commencer à voir des personnages, comment ils évoluent. Puis ça prend un certain temps avant qu'on se ramasse en croisière puis qu'on ait un meurtre. Là. tout à fait. Écoute, je confesse, moi aussi, que je n'ai jamais lu du Agatha Christie, donc ce roman-là. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça aussi, mais contrairement au premier, moi aussi, j'ai trouvé que c'était un peu lent embarqué. Une fois que ça embarque, ça devient plus intéressant, disons-le. Pas qu'avant, ça l'était nécessairement moins, mais faut se donner un petit coup là, pour... je pense que c'est pour ça qu'on le dit. J'ai l'impression que si j'avais su, je l'aurais moins attendu. Tandis que là, après une demi-heure, 40 minutes, t'es comme, voyons, qui meurt? Là? C'est même pas de savoir qui l'a tué, c'est de savoir qui va mourir. Là. Ben, il y a un peu de ça quand même dans l'intrigue. Et moi, je dois avouer, je me suis bien fait rire. J'ai été dupe, j'ai confondu l'actrice Emma Mackey, qui est très bonne d'ailleurs dans le film, qui est une comédienne qu'on peut voir dans la série Sex Education. Et si vous tapez Emma Mackey sur Google, vous allez voir ça, vous la connaissez. Écoute, c'est quand même le sosie de Margot Robbie. Elle y ressemble tellement. Exact, c'est comme Margot Robbie il y a 10 ans. Ouais. Et j'étais convaincu que c'était elle. Tout le long, je me disais, hey, c'est Margot Robbie, c'est cool, elle est bonne en plus. Mais il y a un petit quelque chose, qu'est-ce qu'elle a changé? C'est ses yeux, il me semble qu'elle a des yeux bleus. Ben, finalement, non, c'était pas elle. Elle était brune au lieu d'être blonde. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est Emma Mackey qui va être aussi dans le film Eiffel, sur la tour Eiffel, qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Là, je pensais pas qu'il allait. Et ouais, il y avait quand même un petit aura bizarre. Là. Tantôt, on parlait de Kingsman, qui est un film de Fox qui a été racheté par Disney. C'est le même cas pour Mort sur le Nil. Fait que c'était des projets de 28 Fox Century. Ça a été reporté maintes et maintes fois. Lui, plus à cause de la pandémie, en fait, malheureusement. Je sais pas si... À chaque fois, on se demande qu'est-ce que Disney va faire avec ça. Est-ce qu'ils vont donner le feu vert pour un suivant? C'est sûr que ça va dépendre du box-office, j'imagine. Pour l'instant, Kenneth, il n'a rien dit. Je le prénomme, comme si je le connaissais. Monsieur Branagh, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il n'a rien annoncé, lui, de l'idée d'en faire à l'infini. Ou, lui, j'avais vu l'entrevue qu'il serait prêt à en faire d'autres, effectivement. Il adore le personnage et baigné dans cet univers-là. Donc, ça va être à suivre. Un des petits problèmes, c'est que Armie Hammer, il y a quelque chose qui joue contre lui. Là. Il est un peu persona non grata actuellement à Hollywood et dans le monde du cinéma. Fait que comme le film avait été tourné avant, comme il a été repoussé quelques fois aussi avec la transaction Fox-Disney, ben là, des choses sont ressorties sur ses agissements dans ses temps libres. Il a été écarté de toute la tournée promo. Exact. Tout ça, fait que là, la dernière fois que l'équipe a fait une bande-annonce, un poster, il est là, mais il est assez effacé, mais il pouvait pas non plus l'effacer en CGI du film. Là. Il est comme très important dans l'histoire. Là. Il est un des personnages principaux, piliers. Fait que, soyez-en avisés si ça vous embête. Là. Ouais, en même temps, je pense que c'est vraiment une petite minorité. Là. Je pense que pour le grand public, ça ne change pas grand-chose. Non, c'est ça. C'est juste que... je trouve ça drôle parce qu'on voit vraiment un effort de le sortir, de faire comme « Ah non, il n'est pas... Armie Hammer, ah ouais, il est peut-être dans le film, mais c'est comme, ben oui, il est dans une scène sur deux, tu sais. » Sinon, comédie romantique en fin de semaine pour les couples, peut-être à suggérer. Ah ben oui. Je pense que ce serait un incontournable pour les gars. Remarque, il y a le Super Bowl dimanche, fait que ça peut être le compromis
Le film de Saint-Valentin fin de semaine puis le Super Bowl dimanche. On est dans le cliché. Là. C'est Mais c'est vrai quand même. Marry Me, Marie-moi de Kat Coiro. Avec Jennifer Lopez, Owen Wilson, il y a aussi Maluma qui est aussi un vrai chanteur, un vrai chanteur dans la vraie vie, et Sarah Silverman aussi, entre autres. Fait que c'est deux vedettes de la chanson pop qui sont Jennifer Lopez et Maluma qui prévoient de se marier pendant un spectacle de grande envergure. Ils ont composé une tune qui s'appelle Marry Me qui fait les tops des charts. Puis là, ils vont se marier devant le public lors de ce spectacle-là spécial. Sauf que là, juste avant, là, pendant qu'elle est sur scène, il y a comme une vidéo qui fuit sur Internet, puis on comprend que son fiancé était infidèle. Fait que là, dans une espèce de découragement et élan ben, pas de passion, mais Pulsion. Une pulsion du vrai amour ou je sais pas quoi, elle pointe un inconnu dans la foule, puis elle se marie avec lui. Et c'est Owen Wilson. Puis lui, il est pas fan, là. Il était là avec sa fille, puis avec son amie qui est Sarah Silverman. Puis il se retrouve juste coincé là-dedans. Puis le lendemain, il dit on divorce tout de suite. Puis elle est dans les relations de presse. Puis tout les médias sociaux, toute son image et tout est calculé. Alors ils disent comme non, on va attendre un petit peu. Puis comme ça va pas nuire à ton image. Puis blablabla. Puis là, tu sais, qu'est-ce que la presse dit? Fait que c'est le clash de deux mondes différents. Lui qui est professeur de maths au secondaire, un peu nerdish, très tranquille. Elle qui est plus glam et dans un monde où tout est géré pour elle, si on veut. Fait que bon, est-ce qu'ils vont réussir à s'unir, à créer aussi tranquillement une relation, une affection l'un pour l'autre au travers de ça? En t'écoutant parler, j'ai l'impression que tu me parles de Notting Hill. Est-ce que je me trompe? Ben, il y a effectivement, il y a quelque chose de très semblable. La seule différence, il y en a plusieurs, là, mais tu sais, c'est dans Notting Hill, c'est une comédienne, mais célibataire. Lui, puis ça a comme pas rapport qu'ils soient ensemble. Là, ça n'a pas rapport, mais ils sont déjà mariés. Mais tu sais, ils couchent pas ensemble, là, ils sont à deux places différentes. Lui, il a une fille, il est divorcé. Puis elle a son ex, là, elle a comme faut qu'elle laisse tomber sa tournée, à un moment donné, leur tune est nominée à des Grammy, puis des affaires comme ça. Fait qu'il y a comme la relation de l'ex qu'on voit pas dans Notting Hill de mémoire. Là. Mais c'est quand même charmant, là. C'est pas mon style de film numéro 1, là. Mais ouais. c'est convenu, c'est dans les clichés, mais c'est le fun de revoir Jennifer Lopez dans un style qu'elle a fait souvent, puis c'est probablement pas le pire de ce qu'elle a fait. Owen Wilson, qui est souvent le good guy sympathique, je me souviens pas s'il a été dans des comédies romantiques comme telles. Non, souvent la troisième roue aussi, ouais, Toi, moi et Dupré, des choses comme ça. Mais non, si c'est votre genre, vous allez aimer ça. Et je vais parler de Mère parallèle. Paralelas Madres de Pedro Almodovar. Qui a son public quand même très, très fidèle au Québec. C'est un des réalisateurs étrangers. Je pense que les gens aiment beaucoup sa filmographie ici. Tout à fait. Puis souvent, il enchaîne un peu les films. Un avec Penelope Cruz, un avec Antonio Banderas. Là, ça varie comme ça. Fait que là, de retour avec Penelope, je pense que c'est quand même avec elle qui a fait le plus... ses meilleurs films. C'est ça. Ceux qui se démarquent le plus, assurément. Et justement, il y a 2 nominations aux Oscars pour ce film-là, mais même pas meilleur film étranger, en fait. C'est pas lui que l'Espagne avait retenu pour les représenter. J'ai oublié c'était lequel, mais c'était un avec Javier Bardem, là, de mémoire. Mais le film a quand même percé. Il est en nomination, entre autres, pour meilleure actrice, pour Penelope Cruz, et pour meilleure musique originale, pour Alberto Iglesias, qui fait la musique de pas mal tous les films de Almodovar, entre autres, là, qui sont toute une belle brochette de gens espagnols, en fait. Et là, on est plus dans le drame ou la comédie, parce qu'il navigue souvent entre les deux. Plus dans le drame. Beaucoup plus drame. Pas mélodramatique, mais plus drame. Alors, c'est 2 femmes qui se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d'accoucher. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont les 2 célibataires, tombées enceintes par accident. Il y en a une qui est plus heureuse que l'autre, disons. Là. Penelope Cruz est comme plus vieille, elle a l'âge qu'on la connaît, là, plus début quarantaine, mettons. Je sais pas dans la vraie vie à quel âge, mais dans le récit, il y a peut-être plus ça. Puis l'autre, beaucoup plus jeune, qui est jouée par Milena Smith, de mémoire, que je n'avais pas vu ailleurs, mais ça reste des comédiens et comédiennes espagnols. Là. On les connaît pas tous ici tant que ça. Là. Effectivement. Fait que tombe enceinte, puis elles échangent quelques mots, un peu d'encouragement et de bienveillance l'une envers l'autre, mais ça va les comme créer entre elles un lien étroit.
qui va les lier leur vie à jamais d'une certaine façon. Fait que c'est le fun de se garder de la découverte lorsque vous verrez le film. Je dois m'en confesser aussi, j'ai beaucoup de confesses à faire. Là. J'ai pas lu d'Agatha Christie, puis j'avais pas vu d'autres Almodovar. Je sais qui il est, je connais les films, je sais qu'il a gagné aussi un Oscar, entre autres avec Parle avec elle, 2002-2003. Étreinte brisée, aussi, plein de beaux films avec Penelope Cruz, mais j'ai jamais pris le temps de les écouter. Fait que je peux pas les comparer avec ce qu'il a fait d'autres. Je sais pas si toi, c'est un réalisateur. J'en ai vu quelques-uns, j'ai pas tout vu. Écoute, moi, ça dépend du film. Il y en a certains que j'ai trouvé intéressants, d'autres qui m'ont laissé plutôt indifférent. Donc, je pense que ça dépend du sujet aussi et de la manière qu'il va le traiter. Comme on dit, des fois, il tombe dans la satire un peu caustique, des fois dans le drame un peu réaliste. Okay. Donc, ouais, c'est quand même un cinéaste assez iconoclaste. Je dirais qu'il est plus, c'est plus terre à terre ici, Ouais. c'est plus réaliste dans l'approche. Il se moque pas de rien. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une espèce d'enjeu genre politique en trame de fond. Fait que je trouve que c'est le genre d'affaire qui vient vraiment étoffer des scénarios. Fait que les personnages vivent pas juste une chose à la fois. Ils vivent pas juste, mettons, leur maternité. Ils ont une carrière, ils ont des choses, ils ont des préoccupations, des aspirations. Fait que c'est que elle souhaite comme faire exhumer une fosse commune pour retrouver le corps de son arrière-grand-père dans son village natal. Et d'autres hommes, dans le fond, qui étaient assassinés là, comme début 1930 par une espèce de milice d'extrême droite. Fait que c'est comme un pan d'histoire de l'Espagne, dans le fond, qui serait arrivé. Fait qu'on parle de ça, puis faut c'est comme long à faire. Il faut qu'elle fasse des demandes, qu'elle sollicite des gens pour que ça parvienne à ça. Fait au travers de sa vie, puis c'est ça, son rôle de nouvelle mère, là. On dirait qu'on peut prendre toute cette histoire-là puis en faire genre une espèce de comédie bonbon, mais c'est pas ça, là. Mais ouais, Penelope est comme brillante là-dedans, là. Vraiment une justesse de jeu qui passe par un grand span. C'est vraiment une grande actrice, là. Puis peut-être que elle a joué dans quelques films aux États-Unis aussi, mais peut-être que ses meilleurs rôles, c'est justement en espagnol et dans sa langue originale, disons. Oui, bien d'accord là-dessus. Moi, dans les films américains, c'est vrai qu'il n'y a pas la même énergie, il manque quelque chose. Puis, tu sais, c'est un duo qui travaille vraiment souvent ensemble. Depuis tellement d'années c'est aussi. Ça, là, c'est des chimies incansables à ce moment-là. Fait qu'il doit vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut d'elle, puis il sait qu'est-ce qu'elle peut donner. Puis, non, c'est vraiment un... Tu sais... On fait pas de la critique, on fait de l'opinion un peu, là, mais je dois avouer que, mettons, moi, j'ai préféré Mère Parallèle à Drive My Car. Là. Si vous êtes tripeux de films internationaux, il y en a ben trop, j'ai juste à voir. Sûr que Drive My Car, s'il gagne meilleur film puis plein de choses comme ça, il va marquer les esprits d'une certaine façon. Mais ouais, c'est sur une note personnelle, disons. Là. J'ai aimé mieux ça. C'est un film qui est quand même très verbeux, mais je trouve ça super beau entendre l'espagnol, même si je comprends, mettons, un mot sur 75. Là. je me prends les sous-titres, mais il existe en version doublée en français aussi. C'est disponible peut-être dans votre cinéma. Alors, c'est un peu moins austère, probablement, que Drive My Car, mais plus latin, parce que Drive My Car, quand même, l'asiatique, il y a un côté... Il y a le côté réservé. Tu sais, t'ouvres pas tes émotions. T'es pas un grand livre ouvert, là, puis c'est traité dans le film aussi. C'est pour ça que je disais que tantôt, ils sont un peu plus en observation. C'est comme quand... Tu sais, c'est fou dans Drive My Car quand ils sont, mettons, à un souper, puis là, tu parles d'une autre personne, mais elle est à côté de toi, mais tu lui permets pas de répondre, tu sais. C'est comme... il y a une troisième personne dans la plage, puis elle dirait, tu sais, Patrick, est-ce que t'aimes le travail que Stéphane a fait pour toi? Puis là, au lieu de le dire à Stéphane, tu le dis à moi, puis tu dis, oui, je suis très content de ce que Stéphane fait pour moi, c'est vraiment une bonne personne, voilà. Puis là, c'est comme un peu gênant, mais c'est fascinant de voir ça. Les rapports sociaux sont... Ouais, c'est ça, c'est une autre façon de faire de nous qui détonne, mais voilà. Puis, on enchaîne. Il y a... dans les films internationaux, il y a Julie en 12 chapitres qui s'appelle aux États-Unis The Worst Person in the World, qui est un film norvégien. Et j'ai cru comprendre que c'est plus... The Worst Person in the World est plus fidèle comme traduction au titre original, mais c'est parce que le film est scindé en 12 chapitres, dans le fond, au cours du récit. Toi, t'as pas eu la chance de le voir encore. Non, fait pas que encore. on va en reparler plus la semaine prochaine à ce moment-là, mais sachez que peut-être c'est déjà disponible dans votre cinéma local. Il est aussi en nomination pour meilleur film étranger. Scénario aussi. Et c'est ça, scénario original. Et il avait gagné le prix d'interprétation de la meilleure actrice à Cannes. Fait
qu'on en reparlera. Dans les autres sorties au Québec, dans le genre action, Liam Neeson, Big Liam est de retour. Parlant de Bruce Willis tout à l'heure, Liam, il suit proche aussi. Là, je pense que c'est quand même la meilleure qualité parce qu'au moins ces films sortent au cinéma. Ouais, il n'y a pas de nomination Razzies, fait que c'est déjà ça aussi. Exactement. Blacklight ou Opération Blacklight en français, c'est Mark Williams, lui qui avait réalisé Honest Thief avec Liam Neeson en 2020. C'est plus un producteur d'habitude, là, mais il a fait Marksman qui était aussi avec Liam Neeson, mais aussi, mettons, Cop Shop cette année, The Accountant avec Ben Affleck il y a quelques années. Il est dans l'action et un peu le... truc de conspiration. Ouais, c'est ça. Puis Liam Neeson a souvent le côté un peu méchant, mais gentil. Tu sais, Honest Thief, c'est pareil. Là. C'est comme, OK, t'es une brute d'action, mais t'as fait des mauvaises choses, mais tu veux être repenti. Comme le Equalizer avec Denzel Washington. Tu sais, ce côté, je suis capable du pire, mais force-moi pas à le faire. Là. Fait que c'est le même principe. En plus, c'est malade. Son personnage s'appelle Travis Block, qui est un agent secret du FBI spécialisé dans l'extraction d'agents doubles lors de missions dangereuses. Il se retrouve pris au centre d'une conspiration potentiellement mortelle alors qu'un de ses agents se questionne sur les motivations de leur patron. Fait que là, il se retrouve entre l'arbre et l'écorce. Est-ce que toute sa vie, son code moral au travers de ça, des actions qu'il aurait prises par le passé, là, c'est sûr qu'au moins il joue bien quelqu'un de son âge. Là. C'est ça, il est tout le temps le plus vieillissant, plus mature et tout. Fait que si c'est votre genre, je pense que vous serez servi. Il y a vraiment une grosse palette de fans pour Liam Neeson, sinon il en ferait plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui suis-je pour juger? On a tous nos plaisirs coupables. Moi, le premier, alors... Et en terminant, il y a Perdre Mario, en terminant et non le moins, le documentaire de Carl Leblanc, qui avait fait aussi Le commun des mortels en 2017, là, pour les fans de documentaires. Ça se passe, on est en fait en mai 2015, le meilleur ami du cinéaste Carl Leblanc s'est enlevé la vie après avoir déménagé à Québec, laissant ses proches et sa famille dans l'incompréhension totale, comme si quelqu'un qui avait l'air... C'est un peu souvent ce qu'on entend dans l'histoire, il avait l'air de bien aller, on pouvait pas se douter que blablabla. Fait que c'est un film qui est un documentaire très empathique. Le film vise pas, évidemment, il sort du décès de cette personne-là, cet individu-là en particulier, mais le film explore des pistes de réflexion là, sur les moyens de prévention du suicide, puis c'est entrecoupé d'interventions émouvantes, évidemment, là, et très poignantes de ses proches, avec parfois de la colère, de la culpabilité, de la douleur, du chagrin. Fait que, écoute, si vous venez de perdre quelqu'un, c'est peut-être pas le meilleur moment là, mais le suicide fait quand même partie des tabous de la société. C'est assez commun, mais c'est quelque chose qu'on évite. Parle pas, ouais, il y a plusieurs causes aussi qui existent pour ramasser des fonds pour la prévention. Je sais qu'il y a Sam Breton, entre autres, qui fait des spectacles à chaque année, puis ça le fait toujours rire pour l'avoir entendu en entrevue quand le monde dit « Ah, ton show pour le suicide? » C'est pas un show pour le suicide, c'est un show sur la prévention du suicide. Alors, Perdre Mario, puis ce qui est intéressant aussi, comme c'est un film québécois, il y a vérifié avec votre cinéma, il y a souvent des projections qui sont suivies de Q&A dans ce temps-là, de questions-réponses. Fait que je pense que Carl Leblanc fait une tournée promotionnelle de son film là, dès en fin de semaine. Intéressant. Je pense que c'est assez pour cette semaine. Ouais, je pense qu'avec ça... les cinéphiles, vous avez plusieurs choix de tous les styles et créneaux. Alors, profitez-en, retournez en salle et allez voir les films. Exactement. Merci si vous êtes restés jusqu'à la fin. La semaine prochaine, oui, on va aborder entre autres Julie en 12 chapitres, mais également le fameux Uncharted. Le retour de Tom Holland. Ouais, déjà, qui enchaîne les projets chez Sony. Pour moi, il y a un contrat à vie avec eux autres. La nouvelle coqueluche d'Hollywood. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter pour nous parler de Liam Neeson ou de Bruce Willis, ça nous fera plaisir. Écrivez-nous par courriel balado au singulier @monciné.ca. Et puisque les cinémas sont réouverts, nous vous invitons plus que jamais à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique, justement, dans la plupart des cinémas de la province. Il y a, Patrick, tu as fait un papier sur Jackass, fait que là, ça tombe à point puisqu'il est disponible. Vous pouvez visiter le monciné.ca pour plus d'informations et trouver les cinémas participants, dans le fond, qui ont des points de distribution. Alors, bon cinéma tout le monde, bonne Saint-Valentin et évidemment, bon Super Bowl pour les amateurs de football. Et pour ceux
qui n'ont pas encore écouté notre balado spécial football, ben on vous invite aussi à aller l'écouter dans les prochains jours pour vous mettre en appétit dimanche soir. Ouais, ou si vous êtes très déçu, mettons que votre équipe perd, puis là, ça vaut rien, mais là, il y a sûrement des films meilleurs qui vont vous regonfler votre amour, regonfler le ballon de l'amour du football, comme le Deflategate. Très bien dit, mon cher. OK, bonne semaine.